Salam alaikum. Bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Bienvenue à votre rendez-vous de Politis. Ce soir, une fois n'est pas coutume, je n'invite pas un homme politique, mais plutôt trois grands journalistes, à savoir M. Ibrahim Abdallahi, M. Salmoul Salihi, directeur de Tahlil Hebdo, M. Jidna Oudaid, directeur de Mori Web Info. Chers amis, bonsoir et bienvenue à ce plateau et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Tout d'abord, comme d'habitude, la première question que je pose, c'est quelle est la situation politique qui prévaut aujourd'hui en Mauritanie? Monsieur Salihi d'abord. Quelle est la situation politique? C'est une excellente question. Qui prévaut aujourd'hui, c'est une situation qui est dominée par la tension, par la crise de confiance entre les principaux acteurs politiques, par les conséquences encore visibles de l'organisation d'une élection municipale et législative en novembre 2013 et d'une élection présidentielle en juin 2014, boycottée par les principaux acteurs politiques. Elle est aussi dominée par le récent appel au dialogue du président de la République lors des festivités de Chinguitti. Elle est aussi dominée par le rejet du FNDI dans un communiqué qui est paru aujourd'hui, de l'appel au dialogue du président Aziz, comme étant une manœuvre sans contenu. Parce que le président de la République a parlé d'un dialogue inclusif sur les intérêts suprêmes de la nation. Le FNDI a répondu que ce n'est pas suffisant, qu'il faut donner un contenu à cet appel au dialogue, en précisant peut-être les thèmes, l'organisation d'élections transparentes, où les conditions de compétence, des conditions de compétitivité sont garanties à tout le monde. C'est aussi une situation politique où il n'y a pas même un débat au sein de la majorité. Quand nous voyons aujourd'hui ce qui se passe sur la scène politique, on a l'impression qu'il y a un marasme, qu'il y a une lassitude. À part ce qui se passe au Parlement et qui le transmet à la télévision, on dirait qu'il n'y a pas un jeu politique. On dirait qu'il n'y a pas un positionnement par rapport aux valeurs, par rapport aux problèmes de société, par rapport aux enjeux économiques. Donc, du coup, c'est quoi? C'est une situation politique marquée par le marasme au niveau de la majorité, je dirais même la lassitude, et marquée par la crise de confiance au niveau des relations entre le pouvoir et sa vraie opposition. Parce que nous avons ici la particularité d'avoir un pouvoir qui a plusieurs oppositions. Il y a une opposition radicale, il y a une opposition molle, il y a une opposition gentille, il y a une opposition par, je ne sais pas moi. Donc, et tout cela, il y a une absence totale de débat politique. Et la majorité est uniforme? Je crois que la majorité est uniforme dans le soutien au président Aziz, mais elle est disparate aussi en termes d'arrière-pensée, en termes de conviction, s'il y en a, en termes de programme politique, s'il y en a aussi. Elle est complètement disparate et l'unique fil conducteur qui relie les segments de la majorité, il y a plusieurs groupes parlementaires, par exemple à l'Assemblée nationale, il y a 40 partis de la majorité. Parmi ces partis, il y a des partis singletons qui n'ont même pas réalisé un conseiller municipal dans les élections de novembre 2013. Au niveau de ces partis-là, c'est de chacun pour soi. Bon, c'est vrai, il y a le grand troupeau de l'Union pour la République. Je m'excuse d'utiliser le mot troupeau, je le dis pour parler sur le plan quantitatif, parce que c'est quand même le plus grand nombre de députés, le plus grand nombre de maires. Mais ces gens-là aussi, qu'est-ce qui les lie? Qu'est-ce qui les relie plutôt? C'est le soutien au programme de l'Aziz, parce que si on retrace l'historique de l'Union pour la République, ce sont des parlementaires et des élus et des hommes politiques qui ont servi plusieurs régimes, qui ont porté plusieurs étiquettes ces dernières années. Ils étaient au Parti républicain démocratique et social. Ils ont été indépendants juste après le putsch du 3 août 2005. Après, si est-ce que ce que j'ai dit est vrai? Après, ils ont été Adil et Adil, du temps du président Sidi Ould Cheikh Abdallahi. Ils ont été indépendants durant la transition. Ce sont des fameux indépendants dépendants dont a parlé le président Eli à un certain moment. Et puis, voilà, à partir de 2009, ils sont devenus Union pour la République. Donc, ils ont pris 4 noms ces 6 ou 7 dernières années.
C'est vous dire un peu que ce sont des partis c'est des partis marzen. Ce sont des partis qui sont là, qui soutiennent des régimes qui sont en place et qui se préparent au cas où pour soutenir le nouveau venu. Donc c'est toujours la même chanson. Jedna, Désolé Ah, de vous- dire la politesse à mon grand frère. Tu veux dire qu'est-ce qu'il aurait dû faire Issanou Donc, je m'excuse. non, Je m'en excuse. non, je vais juste confirmer ce que disait. Non, c'est peut-être à cause de cette vague. C'est parce que le doyen est chez lui, quoi. non, il est chez lui exactement. C'est Donc, peut-être à cause de cette vague de jeunisme là, qui est dans le pays, qui nous a appris que, disons, l'indocilité des enfants par rapport à leurs aînés. Ah non, c'est parce que vous êtes chez vous, doyen. qui l'a fait. non mais écoutez, Brahim, vous êtes chez vous. Je n'ai rien contre le jeunisme quand il est de bon aloi. Bon, voilà, à mon tour, je vais ajouter une tare, plutôt une autre manifestation de cette situation de marasme qui n'est pas que politique, mais économique surtout. Et je crois que cette tare supplémentaire que je vais ajouter explique, à mon sens, tout ce qui en a découlé. C'est le mépris total de la pensée, de la réflexion, etc. Du sommet jusqu'à la base, on est comme ça. Et les démembrements suivent aussi. Voyez le monde aujourd'hui, comment les bouleversements qu'il secoue, comment ça passe. Ça demande qu'on prenne le temps et qu'on ait la volonté tout au moins de nous arrêter, de dire il faut qu'on voit ces vagues-là, elles peuvent déferler jusqu'à nous. Il ne faut pas compter seulement sur nos sables asséchés qui certainement absorberont ces vagues-là, mais il en débordera quelque chose qui nous atteindra. Et il ne faut pas. Aujourd'hui, il n'est plus permis, avec la révolution technologique, l'avènement de la communication, de la connaissance de façon générale, on n'a plus d'excuses. C'est-à-dire, je ne sais pas, je ne savais pas, je ne pouvais pas savoir. Toujours quelqu'un qui sait, qui peut vous dire. Et on n'accepte plus qu'on prétexte qu'on a été pris de court, par surprise, etc. Mais quand on n'a pas réfléchi à la chose avant, en amont, en aval, la surprise ne sera pas agréable. C'est pour dire tout cela que la raison dont découlent toutes les cas que vous citerez, qui ont marqué la vie politique l'année écoulée et les années qui m'ont précédé, c'est la panne d'idées, tant dans la majorité présidentielle que dans l'opposition. Et surtout dans l'opposition, hein, c'est d'abord une force de proposition. Quand elle est critique, Voilà. c'est pour montrer la voie. Ce n'est pas toujours, on doit faire semblant d'oublier que ce n'est pas seulement pour la conquête du pouvoir, mais pour la propagation du savoir et aider les gens à voir plus clair, à dessiller les yeux de ceux dont les yeux sont fermés ou qui ne voient pas toujours ce qui se passe devant eux. Donc c'est cette panne d'idées. Il n'y a pas de production d'idées nouvelles. On agit, nos partis sont des partis d'il y a. Mais les années 70, les Kadérines, les Qawmiyin, les machins, mais c'était plus avancé. Absolument. Et là, je regarde dans le rétroviseur, positivement. Les écrits sont là. Et vous n'avez qu'à comparer. C'est terrible ce qui s'est passé. Et quand il n'y a pas d'idée, on n'avance pas. Absolument. Mais on peut reculer. Et on peut régresser. Donc je n'ai pas encore fini. Ah bon. Et c'est lui qui dirige. Voilà, merci. Donc je redonne la parole Donc, à j'ai cité assez d'éléments. Voilà. Bon, si maintenant il y a du nouveau, mais j'avais des choses quand même à dire. Que Là, on voulait s'arrêter à ça. Voilà, Le bon Dieu, c'est ça, parce que c'est. les éléments, on est en train d'assister à cette querelle-là. Nous arbitrons un combat de coq. Et c'est lui qui. Et il risque de s'écrouler en même temps. C'est surtout la. Il y a énormément de problèmes ici chez nous. Nous habitons. Et cette politique aussi qui les aveugle. Moi, j'aurais voulu voir une manifestation, une discussion quelconque, un débat, même à la télévision, entre majorité et mal, c'est ce qui doit les rassembler tous. Et qui est mis en cause aujourd'hui. La sécurité, quand tu es dans le Maharada, ça ne te regarde pas. Quand il est. Mais quand tu es dans l'opposition, ça ne te regarde pas. La sécurité, c'est le problème de celui qui dit ça. Mais ils ne savent pas que quand ça va sauter, ça va nous sauter tous sur la figure. Ce n'est pas marqué, mais quand c'est marqué, il n'est pas orienté. Divinement parlant vers, c'est dirigé
précisément vers les gens de l'opposition et les gens de la majorité. Ça, c'est important aussi. Aujourd'hui, avec les micro-communautarismes, la fragmentation couchée de la société, forgerons, artisans, paysans, hartani, esclaves, tout ça. Mais ça aussi doit les inquiéter. Nous sommes au cœur d'un foyer de tension, tantôt nord que sud. Ça peut éclater à tout moment aussi. On n'a rien vu du côté de... Bah, s'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, si on écoute les discours politiques, c'est peut-être l'État cette fois-ci, en armant les gens, mais ce n'est pas pour seulement nous sécuriser, mais pour se pérenniser. Et j'ai d'autres petites remarques de cet ordre-là. Après, Dédale, très gentil et très discipliné. Le droit d'aînesse quand même. Très bien. Vous m'appelez doyen quand c'est out of record, et là, vous m'arrachez le micro. Oui, c'est pas grave, parce que vous êtes de la maison, monsieur. Non, moi je voulais juste... Excusez-moi, Quand je vous ai interrompu, une seconde, c'était juste pour que je rebondisse sur l'idée de la panne d'idées, qui m'a paru vraiment merveilleuse. Justement, je pense C'est que excellent. C'était juste Non, pour ça. c'est vous qui êtes merveilleux. Vous reflétez sur moi vos qualités propres. Voilà. Non, c'est juste pour dire que vous avez mis le doigt sur la plaie. Il faut, malheureusement, la classe politique ne se regarde pas en partenaire justement politique. C'est ce qui fait que la crise persiste. Parce que d'un côté, nous avons un pouvoir qui est omnipotent et qui caracole seul, sans se référer à l'opposition. Une opposition qui, même affaiblie elle-même, n'a pas assez de poigne justement pour amener justement le pouvoir à s'asseoir autour de la même table. Je pense que c'est cette idée que vous avez avancée. La panne d'idées, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que dans un schéma démocratique, dans une société normale, ou normalisée au moins, tout au moins, on devrait pouvoir discuter des problèmes du pays, chacun de sa propre perception. Je ne dis pas que l'opposition doive imposer au pouvoir ses idées, mais au moins que le pouvoir aussi puisse discuter de temps à autre de questions aussi importantes que vous avez soulevées, comme la sécurité. Si l'opposition ne se sent pas concernée aujourd'hui, parce qu'aussi il n'y a pas de concertation entre les acteurs politiques. Donc on évolue en vase clos, chacun de son côté, et parallèlement, et tout le monde attend le coup de massue qu'il pourra apporter à l'autre. Bon, si je devais un peu revenir au topo qu'a fait Selmon, que j'épouse totalement, je pense aussi qu'il y a quand même des initiatives qu'il ne faut pas, occulter, parce que malheureusement on a l'impression de refaire un peu l'histoire depuis 2008, parce que là aussi nous avons M. Oud Boulkher qui est sorti pour implorer la classe politique justement à dépasser ses contingences personnelles pour éviter le pire pour ce pays. Un pays qui est dans une crise politique. Nous avons le procédé Biram, qui est aussi quand même une question de droits humains, celui de l'Umkhatir, et que malheureusement on ne trouve pas assez de ressources, en tout cas assez de recul nous-mêmes pour trouver des solutions concertées. Tout ce qui a été fait jusqu'ici, c'est véritablement à la manu militari, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir qui décide de tout et qui a droit sur tout. Bon. Maintenant, par rapport aux problèmes qui se posent, je pense qu'il y a eu, c'est peut-être un sujet sur lequel on reviendra, c'est que dans les 5 glorieuses, on peut les appeler comme ça, le pouvoir a pu bénéficier justement d'une certaine situation économique de rente minière qui leur a permis en fait de dépasser les problèmes politiques, mais aujourd'hui, il ne peut plus faire cavalier seul. Et je pense que c'est dans ce cadre qu'il faut inscrire l'appel du président à Shiniti pour que justement la classe politique puisse se retrouver et éviter justement qu'on en vienne à finir en queue de poisson et que finalement le consensus puisse trouver pour une issue heureuse qui permette justement une transition pacifique, qui permette au président de partir de manière assez démocratique. Ah, Assez démocratique et surtout assez pacifique. Je prends les termes. Et que finalement, l'opposition aussi ne veut pas quand même jouer les fantoches, parce qu'elle a eu des expériences précédentes avec le pouvoir. Et à chaque fois qu'il y a eu tentative... Ça, un jour, on le comprend. Elle ne veut plus cautionner. Justement, elle ne veut pas donner... Elle est complice quelque part. Il faudrait mais c'est juste pour dire que le pouvoir qui a les choses en main doivent donner ce qu'elle appelle, FNDI appelle ce soir un signe de sérieux de sa proposition de dialogue. Parce que
dire on veut bien dialoguer sans donner véritablement une enveloppe à ce dialogue, ni donner, préciser sur quoi on va dialoguer. Je pense que c'est beaucoup plus un ballon d'oxygène qu'on essaie d'insuffler à une situation qui est véritablement morose. Très bien. Seulement, le président a bien lancé un appel à l'opposition pour un dialogue inclusif. Il a bien dit inclusif. Qu'attend l'opposition pour accepter ce dialogue? Parce que appeler à un dialogue inclusif ne suffit pas, mon cher. Il faut donner un contenu à ce dialogue-là. Sur quoi on va dialoguer? Qui va dialoguer? Oui, mais qu'attend l'opposition de... L'opposition a déjà réagi parce que le FNDI a publié un communiqué il y a quelques heures. Il y a un petit problème. Donc vous allez continuer. Je vous écoute. Qui doit poser la question sur le contenu? C'est le pouvoir qui pose toujours la question. Il dit qu'il n'y a aucune raison pour qu'il y ait un dialogue. Pour aboutir à un gouvernement national, il n'y a pas de crise, etc. C'est l'éternel dialogue là. Polémique entre est-ce qu'il y a une crise, il n'y a pas de crise. Quand il ne la reconnaît pas, le contenu est absent carrément. Voilà. Il a aussi une autre approche. Il dit que ce n'est pas la peine d'ailleurs de faire un dialogue parce qu'il y a un dialogue dans le Parlement. Parce que ce qui se passe, le débat parlementaire pour le pouvoir est un dialogue. Or, aujourd'hui, toutes les forces politiques ne sont pas présentes dans ce Parlement-là. Ils ne reflètent pas la diversité de l'opposition mauritanienne. Donc, on peut dire que tous les acteurs du dialogue ne sont pas quand même au niveau des institutions. Alors, c'est ça l'erreur de l'opposition. Oui, mais qu'attend le FNDI ou l'opposition d'une manière générale de Ould Abdelaziz? Mais elle attend de lui qu'il dise il faut qu'on dialogue sur tel aspect ou sur tel aspect. Il faut qu'on dialogue sur, par exemple, l'organisation d'élections générales anticipées parce que vous avez boycotté, par exemple. Il veut dire, bon, il faut qu'on peut dialoguer sur des éventuels amendements constitutionnels, si vous voulez, parce qu'en 2019, nous sommes tous, moi et vous, entre le marteau et l'enclume. Le président Ould Abdelaziz doit partir en 2019, mais aussi en 2019, les principaux teneurs de l'opposition ne peuvent plus se présenter pour limite d'âge. On va les user par le temps. Mais tout le monde s'use aussi par le temps. Voilà, c'est pas un seul qui s'use. Voilà. Donc, il faut fixer des thèmes à ce dialogue-là. Mais quand on se limite, c'est tout à dire, bon, moi, j'en appelle au dialogue. Aussi, ils ont dit dans leur communiqué qu'ils rejettent cette proposition et qu'ils sont ouverts au dialogue sérieux qui aboutissent à une véritable compétition démocratique, transparente, qui permette à chacun d'avoir ses droits. Or, une compétition démocratique et transparente pour les FNDI, à l'époque, c'était une source de blocage pour la présidentielle. C'était la supervision politique du processus électoral. La supervision politique du processus électoral, c'est soit un gouvernement de technocrates qui ne dépend pas de l'IPR, c'est soit un gouvernement de compétences, ou c'est soit un gouvernement d'ouverture. À l'époque, le pouvoir avait rejeté toutes ces suggestions-là, et même si à l'époque, il avait quand même fait preuve de souplesse en avançant des propositions. Par exemple, la fois passée, le pouvoir a avancé des propositions. Il a dit, bon, d'accord, je suis prêt à réviser la composition de la CENI, d'accord pour la révision du Conseil constitutionnel, d'accord pour un organe de contrôle des élections, un observatoire des élections, d'accord pour un contrôle ou du moins un audit du fichier électoral. C'était déjà pas mal à l'époque. Moi, je n'ai pas compris à l'époque pourquoi l'opposition avait refusé, parce que dès lors que la composition du Conseil constitutionnel était revue, donc on allait avoir un juge plutôt indépendant, qui n'est pas aux ordres. Dès lors que la composition de la CENI était ouverte et que la CODE ou le FND à l'époque pouvait y être représenté, on allait avoir une CENI qui est beaucoup plus robuste que celle qui avait piloté les deux élections. Un rendez-vous raté, quoi. Donc c'était un rendez-vous raté. Donc cette fois-ci, ce qui manque à cet appel du dialogue du président de la République, c'est le contenu. C'est sur quoi il y aura ce dialogue. Pourquoi ce dialogue? L'intérêt suprême de la nation, lui en tant que président de la République, il est gardien de la Constitution, commandant en chef des forces armées, il incarne la volonté de la nation, il a les voix du peuple, mais aussi l'opposition démocratique dans tout pays, elle incarne la volonté du changement, l'aspiration au changement, elle incarne une force alternative nécessaire au pouvoir. Donc cette opposition aussi, elle a une légitimité, l'intérêt suprême de la nation, elle l'incarne elle aussi d'une certaine manière. Donc, au lieu moi je crois qu'il faut que tout le monde soit beaucoup plus concret. Il faudrait que le président de la République dise
quels sont les objectifs attendus de ce dialogue? Ce n'est pas seulement la préservation des intérêts suprêmes, non, c'est quelque chose de plus terre à terre, des élections anticipées. Mais il faudrait aussi que les FND disent clairement qu'est-ce qu'il attend d'un dialogue. Même moi, si personnellement, j'ai décelé dans son communiqué publié il y a quelques heures que le FNDI attend des propositions pour l'organisation d'élections transparentes et réellement démocratiques. Oui. Et quand j'ai dit élections, c'est des élections anticipées. Mais je dirais c'est peut-être la prochaine démarche après son retour de Guinée ou de sa tournée du président de la République. Écoutez, moi je pense qu'il ne faut pas aller vite en besogne, parce que de toute façon, c'est la seconde fois que le président fait le même appel au dialogue. On se rappelle à son investiture déjà, il avait justement tenu les mêmes propos. Ça n'avait pas soulevé autant d'intérêt qu'aujourd'hui. Seulement, aujourd'hui, nous avons le FNDI, et que je rappelle au passage, le FNDI avait demandé un certain nombre de conditions à l'époque, dont certaines avaient été satisfaites justement parce que la CODE à l'époque n'avait pas participé, mais les partis qui avaient participé, notamment comme l'APP, a posteriori, ont critiqué justement la CNI pour le travail qui a été mené pour les élections législatives et municipales. Ils ont finalement boycotté la présidentielle. Et donc, conséquemment, on boycottait l'élection présidentielle qui a suivi, justement parce que cette CNI leur paraissait un peu en déphasage par rapport à la volonté réelle d'un jeu transparent du jeu politique. Donc, si le FNDI est aujourd'hui, je pense que ce n'est même pas le FNDI, c'est tous les Mauritaniens qui demandent un dialogue, un consensus pour que le pays retrouve un peu de sérénité, un peu de on en est là. Oui, pour finir avec ces invectives un peu de gauche à droite et donner aux Mauritaniens l'espoir de pouvoir vivre au moins sur le plan politique tranquillement pendant qu'ils boivent la tasse. Excuse-moi, mais le problème c'est qu'il n'y a même plus d'invectives. Depuis bientôt 6 mois, on assiste à un calme. Silence radio. Il n'y a même plus d'invectives parce que durant ces 6 derniers mois, je crois que le FNDI a publié 4 ou 5 communiqués. Et au niveau de la majorité, les invectives contre l'opposition se sont arrêtées. On dirait qu'il n'y a même plus de jeu politique, qu'il n'y a même plus de débat politique. Et qu'il n'y a même plus d'invectives. Justement, il faut éviter cette rupture. Moi, je pense que c'est vraiment crucial. Quand il y a rupture, c'est que malheureusement, il n'y a pas de pont entre les acteurs politiques. Et c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Il faudrait qu'il y ait des possibilités de consensus autour de quand le président dit l'intérêt suprême de la nation. Il n'est pas le seul à le déterminer. Donc, il faut donner aux autres l'occasion de mettre un peu leur grain de sel dans cette histoire et, et justement envisager, en tout cas prémonitoirement, éviter qu'on en vienne à des schémas, comme disait Ibrahim tout à l'heure, qui seraient vraiment des stades de non-retour. D'autant plus que le pays est entouré par des foyers de tension et que le pays est très, 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 très fragile, tant sur le plan sociétal, je veux dire, quand on parle des problèmes qui surgissent aujourd'hui, que sur le plan économique. Donc, nécessairement, il y a une responsabilité historique que le pouvoir a sur le dos parce qu'il gère les affaires publiques et qu'il est peut-être mieux placé pour tendre la perche à l'opposition, justement, pour qu'on sorte de ce schéma infernal. Oui, très bien. Monsieur Ibrahim, débat inclusif pour le bien de la nation tout entière. C'est ce que le président a dit. Pensez-vous qu'il est vraiment prêt pour ce dialogue, que tout le monde attend d'abord? Moi, je me suis surpris tout à l'heure à me demander quelle était l'acception du vocable opposition dans la bouche de la majorité. Moi, je crois qu'à l'heure qu'il est, quand j'ai vu la léthargie politique dont vous parlez tout à l'heure, que le pouvoir considère que l'opposition dite radicale est out, elle n'existe plus dans les jeux politiques, dans les politiques. Et que l'opposition, c'est les Masoud, Beidel, Horma et Tawas. Cette carte a réussi pour régler un petit problème là, de trésorerie avec l'Union européenne, etc. Elle peut le jouer aussi pour cela. Je crois que c'est cela que la Marada ne le comprend pas. Elle est out. Et je crois que l'erreur provient d'elle-même. Et je l'ai dit cesser dès le premier jour du départ de ceux qui sont allés dans le Hiwa, de cesser de les appeler opposition. Parce que ce qu'ils voulaient éviter allait arriver de toute façon, mais il les trouvera dans l'état où ils sont aujourd'hui, qui est vraiment pitoyable. Je suis à l'aise pour les dire.
Quand je parlais tout à l'heure de production d'idées, etc., non seulement ils n'en font pas, là-haut et en bas, l'opposition est... mais quand vous en faites, j'ai vécu l'expérience, amèrement, ben on se ferme, etc., parce que ça ne vient pas de nous, on ne peut pas accepter. Alors c'est un débat d'idées, simplement. La fragmentation de notre société dont tout le monde se plaint aujourd'hui et qui fait que la menace est sérieuse, ajoutée aux menaces extérieures, fait que j'ai toujours appelé depuis quelques mois à la convocation des États généraux de la nation, cette fois-ci, États généraux de la nation, où on passe en revue tout cela, une remise à plat totale de tout ce qui se passe. On n'est pas encore allé très loin. Je me considère toujours, et je l'ai dit, faut pas, je ne me laisse pas aveugler par les autoroutes et les machins, les avions, même les satellites, même s'ils sont made in Mauritanie. Ça ne m'aveuglera pas et ne me fera pas perdre de vue qu'on ne réfléchit plus. Et c'est très grave. C'est extrêmement grave. On ne peut pas régler le problème sans réfléchir à l'avance. Et voilà mes objectifs. Quand ils sont même clairement définis, les moyens pour les atteindre se dégagent carrément de la définition des objectifs. Ce que nous ne faisons pas. Il n'y a pas... Le monde aujourd'hui travaille comment? Avec les think tanks, ces boîtes à idées qui réfléchissent pour la nation, pour la patrie. Ouais. Et quand je dis patrie, toujours je l'ai dit avec beaucoup de douleur, la notion n'existe même pas dans notre culture arabo-islamique que nous connaissons. Watan n'existe pas. Nous sommes des nomades. Et quand tu es là, mais pourquoi te soucier de cette dare-là que tu vas quitter demain pour une autre? Patrie, Watan, c'est né récemment dans la poésie d'Ibn Rumi. J'ai une patrie où il dit Watan alaytu alla abi'ahu wa alla ara ghayri al-udara malika. Avec les guerres de libération, c'est hier ça. Ce qui fait que le patriotisme, c'est que la Ma'arada ne veut pas se tromper, c'est la question qui la regarde, devenir tous, la sécurité, etc. Et le dialogue a besoin d'un contenu, comme a dit Mustafa, comme a dit Linda. Et ils n'ont qu'à se rencontrer pour les définir. Quand la volonté est sincère et réelle de part et d'autre, ou bien ils découvriront qu'on n'a rien à discuter. Oui, mais qu'est-ce qui empêche cette rencontre, M. Brahim? Cette rencontre, c'est ça. Il faut m'éclaircir cette histoire que j'ai dite là tout à l'heure. Est-ce qu'ils considèrent, le pouvoir considère toujours que ces gens-là sont de l'opposition ou il les a éliminés en amenant les autres qu'il a grigés au départ? Je ne sais pas s'ils l'ont réalisé encore. Je ne pense pas. L'erreur, moi je répète, Al-Ma'arada radical, ils auraient dit cesser de les appeler opposition à partir du moment où on ne partage plus les mêmes trucs, objectifs. C'est du populisme de bas étage. Il faut rester ensemble, parce qu'on était ensemble. Il ne faut pas que les autres disent on les a divisés. Mais c'est en fait, vous le cachez, et c'est comme ça, des peuples comme nous, là. Derrière son petit doigt, on veut se cacher. Mais aujourd'hui, c'est plus possible, on l'a dit mais la technologie est venue au secours de la démocratie, en imposant la transparence, la clarté dans ces trucs-là. Ouais. Sinon, on va pirater les vraies informations. Ouais. On ne peut plus. Il n'y a pas plus puissant quand même dans ce domaine-là que les Américains. Wikileaks. Ouais. Même la NSA. Donc, pour ça, sans être prétentieux, je pense que ça, la solution... Je veux vous entendre sur cet état de la nation. Parce que c'est notre façon, je ne cache pas, je ne triche pas, notre façon de dire qu'il y a crise et qu'il faut en sortir. Mais ceux qui ont peur de prononcer le mot crise ou de le reconnaître, voilà pour vous des états généraux sur l'état de la nation. Moi, je vais te répondre. Parce que j'ai toujours pensé que nous sommes à la veille d'indépendance, en 1959. Considérons que ce que nous avons comme autoroute, machin dont je parlais tantôt, est un legs du colonialisme. Il a laissé beaucoup mieux ailleurs, n'est-ce pas? Considérons que c'est ça. Et commençons à refonder cette nation si on veut qu'elle reste. Ou si on veut la détruire, qu'on se concerte et qu'on l'accepte. Ce sont des Mauritaniens. Vous avez prononcé le mot, il faut qu'on se concerte. Ouais. Donc il faudrait que les acteurs... Pour ça, je le tiens de la religion. Amram Shorabenom, ça veut dire ça. Ça fait 14 siècles qu'on devait faire ça. Nos ratages, l'Andalousie, tout ça, c'est parce qu'on a cessé de voir ça. Juste pour revenir au problème, si je peux dire, congénital en politique en Mauritanie.
c'est qu'on ne se regarde pas en partenaire politique. Difficile Vous à soigner. Vous dites, si le président ne savait pas qu'il y avait une crise, malgré la tentative de certains de ces, je dirais, ces hommes de main, de dire qu'il n'y a pas de crise politique, lui-même n'aurait pas appelé à un dialogue à Chinguitti. Il n'aurait pas réitéré ça à son Pourquoi ne pas le hémicycle. reconnaître sans C'est problème? pas, Et je on veux aura dire, passé c'est pas un bon mal. truc. C'est Pas pas du un tout, mal au en soi. contraire. Mais ce qui serait vraiment inouï, ce qui serait impardonnable, c'est qu'on découvre qu'il y a crise dans ce pays et qu'on n'essaye pas de la résoudre au Voilà, mieux. c'est pourquoi j'utilise l'euphémisme là de État généraux. Hein? Donc, il faudrait que le président qui a proposé le dialogue invite, je ne vous serait-ce que pour invite débattre de cette question. Il est avec menu, l'opposition. je vous invite. Oh, J'ai l'invitation. ouais, justement, discuter autour d'une table. Qu'est-ce que Ben, vous voilà, proposez quelqu'un pour dira sortir qu'il de est la crise? allergique aux fruits De de toute mer. façon, en l'autre dernier dit ressort, ça. les décisions, on restera avec le C'est ce président. que je vous disais tout à l'heure, que ça sera peut-être la prochaine démarche du président de la République. Moi, je, Mais Espérons donc, on croise les doigts, en tout cas. Espérons. moi, je pense que je ne peux pas refuser les propositions de Brahim, parce qu'on ne peut pas refuser le dialogue, mais je pense qu'on a déjà fait assez de Moi, je vais de l'élargir journées- pour qu'il englobe l'opposition. Voilà, assez de Que journées de cette société concertation, civile, tu vois. assez de journées de concertation, assez d'états Vraiment, généraux. les deux, ça ne Et le passe pas. dernier était celui de l'éducation, dont on ne sait même pas les résultats jusqu'à présent, et se sont passés en 2009. Donc je crois que le problème, ce n'est plus l'aspect carnavalesque ou folklorique de la chose. Aujourd'hui, il y a pas mal de recommandations qui ne sont pas Mais cette mises en année, œuvre. c'est l'année de Vous savez, l'éducation. l'une des grandes problématiques. Parle de ça. Cette année, c'est l'année de l'éducation. Voilà, justement. Mais C'est- ça c'est aussi, une on nous a donné un slogan, mais on attend toujours le contenu. C'est quoi une année d'éducation? On va en parler tout à l'heure. Définition, c'est une année de l'éducation. Donc on n'est de pas table sorti de blanche. l'auberge. On va donner des idées. Moi, je pense qu'il y a Nous, on ne aujourd'hui- cache pas nos idées, on propose. Ah, moi je ne les cache pas. Ouais, C'est ouais. terrible. On va donner nos idées. Allez-y. D'ailleurs, Comment faire j'ai cette jamais année mis ma langue dans ma poche. Restons dans le sujet, oui. Voilà. Non, là, on est encore En à fait, chercher le vous contenu. pouvez me laisser parler, s'il vous plaît. ouais. Tania, décidément, là. Hein, bah, Ok. Ouais, écoutez, vas-y. Voilà. Donc, moi, je pense Moi, que... je me venge. Je pense que ce ne sont pas les états généraux qui manquent, ce ne sont pas des recommandations qui manquent, il y en a tellement eu, c'est peut-être pas la peine d'en faire. Ce pays aujourd'hui est bloqué par des dossiers majeurs. Premièrement, le dossier de la démocratisation qui aurait pu régler les deux autres. Le dossier d'une véritable démocratie avec séparation de pouvoir. C'est-à-dire d'une alternance pacifique au pouvoir. C'est tellement beau l'alternance pacifique au pouvoir. Chacun de nous a versé une larme quand Eliud Mohamed Wade avait quitté le palais des congrès pour aller chez lui. C'était un geste de grandeur. À l'époque, on avait voulu que ça se répète avec d'autres présidents. Donc on aurait voulu que ce phénomène qu'on appelle rectification s'arrête, parce qu'il a quand même mis du temps. Donc, le grand enjeu aujourd'hui, c'est l'enjeu d'instauration d'une réelle démocratie, où le président qui a perdu félicite celui qui a gagné, et il fait 1 ou 2 mandats et il s'en va. Et au cours de ces 2 mandats, il y a une véritable séparation de pouvoir, il y a un juge d'instruction qui n'a devant lui que la loi, où il y a une véritable presse qui fait, où il y a des véritables parlementaires qui fournissent un effort, qui décortiquent les textes, qui examinent, où la justice peut appeler n'importe qui, évidemment sans aide, mais avec efficacité, où il y a ce qu'on voit dans les autres démocraties, parce que nous aspirons à. Et s'il y avait eu cette démocratie, on aurait pu régler de grands problèmes, parce qu'aujourd'hui, nous ne manquons pas de journées de concertation, nous ne manquons pas de loi. Par exemple, nous avons une loi criminalisant l'esclavage. Moi, je pense que si les juges avaient le culot, je dis bien si les juges avaient le culot, d'appliquer ces textes-là, je crois qu'un phénomène comme Irak peut-être n'aurait pas eu lieu. Parce que eux, ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est qu'ils disent, nous, notre lutte, c'est un processus historique qui a débuté avec El Hor, avec SOS Esclaves, qui s'est radicalisé avec Irak. Mais notre problème aujourd'hui, c'est qu'on a lutté pour qu'il y ait cette loi, et cette loi-là n'est pas mise en œuvre. On amène des esclavagistes qui sont aussitôt libérés, et juste nous, on est diabolisés. Donc, et ça te renvoie à la problématique fondamentale, l'absence d'un véritable État démocratique avec séparation de pouvoir. Donc, il y a aussi un deuxième dossier très important qui plombe l'avenir de ce pays, c'est celui du passif humanitaire. C'est vrai, les réfugiés sont revenus, nous en sommes tous contents,
même s'ils se plaignent des papiers d'état civil, l'insertion, tout ça, la scolarité des enfants, Mais tout les ça. plaies restent béantes. Mais il y a quand même des plaies, comme l'a dit Ibrahim, qui sont béantes. Ceux qui sont relatifs, par exemple, à mort d'homme. Nous sommes des musulmans. Et vous savez que quand il y a une dette de sang, c'est soit l'ayant droit qui accepte la dia ou qui exige la loi d'Italion. Ou qui exige la loi d'Italion. On nous a dit que ce passif humanitaire a été définitivement réglé en 2009. À l'époque, je me rappelle, il y avait une commission où il y avait le général Adama Oumar, où il y avait Sid Ahmed Belaïs qui était ministre des Finances, où il y avait Mohamed Deminoul Dada qui avait rencontré des... Mais de temps en temps, on me rappelle que quand même ce dossier n'est pas encore clos. Donc, il y a ces trois dossiers majeurs-là. États généraux. Mais au fait, États généraux, pourquoi? Parce que de la nation. Si je te parle par exemple du problème des réfugiés, il y a eu des recommandations dans les journaux de concertation dans la période de Sidi Ould Cheikh Abdallah. Mettons en œuvre ces recommandations-là au lieu de faire de nouvelles journées de concertation. Oui. S'il y a par exemple la problématique de l'esclavage, il y a la loi criminalisant l'esclavage, ce tribunal spécifique à l'esclavage, je me demande pourquoi on l'annonce en début 2013 et nous sommes en début 2014 et il n'a pas encore 2015. siégé. Et il n'a pas encore siégé. Ben voilà. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est demandé, comme on l'a dit tout tantôt, on demandait au président Aziz de donner un contenu à son offre de dialogue, c'est de donner un contenu à cet arsenal juridique-là, à ces recommandations qui ont déjà été prises, et savoir qu'elles plombent, qu'elles portent préjudice à l'image du pays. Aujourd'hui, quand on parle de la Mauritanie à l'extérieur, on ne te dit pas le pays du million de poètes, on te dit aujourd'hui le pays du million d'esclavagistes, le pays des millions de génocidaires, tout ça. Et ça, c'est extrêmement grave. Aujourd'hui, la couverture du Nouvel Obs hier, je crois que c'était en Spartacus en Mauritanie, tout ça. Nous savons que c'est peut-être un peu exagéré, c'est vrai, il y a de l'esclavage dans ce pays, il y a aussi les séquelles, mais ce n'est pas vraiment la situation qui est présentée dans la presse occidentale. Très bien. Donc, la conclusion, c'est faire une véritable démocratie. Très bien. Je dirais oui, parlons un peu des trois cas dont notre collègue Isselmou en a parlé. D'abord, l'esclavage. L'esclavage, le passif humanitaire et la démocratie. Je pense que si on était dans une démocratie, tous ces problèmes-là se seraient résolus d'eux-mêmes. Donc, finalement, toutes ces questions de passif humanitaire, de lutte contre l'esclavage ou ces séquelles, auraient trouvé dans la démocratie des réponses adéquates. Ouais. Mais comme le disait tantôt, l'un des plus grands problèmes pour notre système judiciaire, c'est que les juges n'arrivent pas à se saisir justement de ces questions d'esclavage, qui sont peut-être des cas marginaux, mais dans lesquels ils devraient se prononcer. La justice, nous avons aboli en 1987 déjà l'esclavage, pour dire que la pratique de l'esclavage est interdite. En 2015, on en est encore à parler de l'esclavage, de l'emprisonnement de Biram justement pour ces questions d'esclavage. Je pense que si, conséquemment, l'État avait appliqué la démocratie telle que nous l'avons votée dans la Constitution, en tout cas la nouvelle Constitution réformée de 91, je pense que tous ces problèmes auraient trouvé des solutions. Malheureusement, on continue de faire jouer aux faux semblants. L'essentiel, c'est qu'on peut trouver des gens qui vont aller à contre-courant de certaines idées, et cela n'apaise en rien le débat justement sur ces questions-là. Il faut avoir le courage de les affronter et de dire, évidemment, comme beaucoup d'intellectuels l'ont dit, que c'est un tribut, mais un lourd tribut, qu'il va falloir payer sur le plan de l'émancipation des hommes, de l'égalité et de la justice entre tous les citoyens mauritaniens. Et je pense que sur ce plan, personne ne pourrait trouver à redire. Probablement, il y a des poches de résistance. Je pense que ce n'est pas délibéré, mais c'est parce que les gens n'ont pas ce courage, justement, de pouvoir prendre les décisions, en tout cas appliquer les textes des lois qui sont déjà votés. Je veux dire que ce sont des lois qui s'imposent à tout le monde. Donc je pense que si sur ce plan-là, on avait commencé par appliquer les lois de façon démocratique, détachée de ce qu'en dira-t-on ou de ce qu'on me fera après une décision de justice, je pense qu'on aurait trouvé tous les problèmes. Bon, je pense que pour le passif humanitaire, déjà ceux qui le portaient en étendard, il faut le reconnaître, c'est les flammes. Ils sont revenus au pays pour former un parti, on les leur interdit aujourd'hui. Donc, finalement... il ira, dont le président est candidat à la magistrature suprême, et on interdit son parti. Non, mais... Alors qu'on lui donnait tout un pays.
s'il avait gagné. Non, justement. C'est de l'incohérence. Ce que je dis, c'est ce que je disais tout de suite, c'est qu'il faudrait qu'on cesse les faux semblants. Ça n'avance en rien et ça perpétue les suspicions localement. Vous et moi, je veux dire... il faut annoncer le cap. La grande majorité des Mauritaniens ne sont pas justement pour créer des problèmes entre ni les ethnies, ni les couches de ce pays. Malheureusement, il y a à certains degrés de la bureaucratie des gens qui malheureusement qui freinent tout ça. Et il faudrait que ces verrous sautent pour le bien de la Mauritanie, pour le bien de tous les Mauritaniens. Et je pense qu'il ne faut pas, comme disait Brahim tout à l'heure, d'un côté, on utilise Biran pour la présidentielle, pour crédibiliser une présidentielle. Ensuite, pour une marche anodine, on le met en prison, alors qu'il avait déjà brûlé les livres. Il avait mérité bien avant, peut-être. Bon, pourquoi on ne l'a pas fait à l'époque, on l'a fait aujourd'hui? C'est que quelque part, c'est que malheureusement, l'appareil judiciaire, il faut bien le reconnaître, n'est pas indépendant, comme disait Selmou tout à l'heure. Oui, Monsieur Ibrahim, l'État va en guerre contre l'esclavage, les séquelles de l'esclavage. Nous avons l'uniformité des khutbas dans les mosquées, le ministère des Affaires islamiques dans les Adouaba rencontre des gens et explique un peu le degré de ce phénomène. Que vous inspire-vous? Je dirais, comme ils ont dit tout à l'heure, les deux collègues, ce qu'il faut, c'est la mise en œuvre de tout cela. De concrétiser. Et de faire descendre du ciel, du firmament des promesses à celui de la matérialisation de ce qu'on a dit. Pour qu'on puisse le croire pour la suite, ainsi de suite. C'est comme cela que les gens font avancer les choses en politique. Quand on promet, on satisfait la promesse. C'est des cadres bien tracés, mais il reste le contenu. Le cadre est très bien tracé, mais il reste le contenu. Et ce qui est grave, c'est que ça va aussi être contre-productif parce que nous l'avons voulu pour élever le niveau de conscience des gens, il va la rabaisser. Quand ils se sont de croire en leurs dirigeants, la promesse, en l'avenir. Et quand on n'a pas d'espoir, c'est terminé. Vous savez comment est parti le régime démocratiquement élu là. Un jour, il nous a dit qu'il n'y a pas d'espoir pour certaines solutions. Les gens ont commencé à s'en détourner. Parce que faites-nous rêver au moins. Et après, dites que... Mais est-ce que vous continuez toujours à rêver aujourd'hui? Rêver, oui, mais de façon cauchemardesque. Donc, ce qui fragmente notre société, là, des membres, il y a beaucoup de gens qui trouvent leur compte dedans. Des institutions, l'État, des groupuscules politiques, ceux qui les utilisent comme fonds de commerce, etc. Ceux qui sont rétrogrades et veulent ramener le pays en arrière aussi, en laissant persister l'existence d'une chose abominable comme l'esclavage, etc. Et chacun y va suivant l'intérêt qu'il cherche à travers cela. Les États, c'est très clair, il faut diviser pour régner. Mais ils ne savent pas qu'ils peuvent régner plus longtemps qu'ils n'en rêvent s'ils appliquaient ou s'astreignaient à marcher avec rectitude et correction. C'est un rêve cauchemardesque. C'est très simple. Hein? Et tous ces gens-là qui cherchent leurs petits intérêts égoïstes là, au détriment de tout un peuple, seront des apprentis sorciers. Exactement à l'image de ce qui est arrivé aux Américains. En Afghanistan, on a utilisé Ben Laden. Après, on ne contrôle plus. C'est l'ennemi à abattre et on l'a abattu. Mais je crois qu'on a pris aussi des précautions de créer qui était en gestation, de créer un Daesh qui va le remplacer. Parce qu'on a toujours besoin d'un ennemi comme ça. Mais c'est les apprentis sorciers, ça se retourne contre eux, le petit jeu, quand il n'est pas bien ciselé, bien ficelé. Et il n'est toujours pas bien ficelé parce que tout ce qui est au détriment du grand nombre, pour l'intérêt d'un petit nombre, ne peut pas aller jusqu'au bout. Nous mettons Khalil. Et puis après, voilà, fin de la pièce et rejouer autre chose. Je voulais revenir sur l'idée de démocratie dont a parlé Selmou. Vous avez souvenance peut-être à un certain moment, a été publié ici un écrit, un petit texte que j'ai écrit à 4 mains avec le docteur Mohamed Abdel Hassan, professeur d'économie,
où on parlait de démocratisation plutôt. Parce que tout vient de cet amalgame entre démocratie, parce qu'il y a une injonction mitterrandienne à la bonne. Ça y est, on est devenu kazakh, hein, on a changé de situation, dictature, et le lendemain, on est en démocratie. C'est un processus de démocratisation. Si on l'avait pris comme cela, step by step, on serait aujourd'hui arrivé, on aurait évité tout ce dont on se plaint là tout à l'heure. Mais on ne l'a pas fait, mais c'est toujours rattrapable tout cela. Pour le pouvoir, parce qu'il a un début de mandat, j'ai l'occasion de revoir sa copie. Oui, Brahim, Et pour l'opposition- après la bonne, c'était une démocratie de façade. Eh bien, elle a Et continué, puis voilà, monsieur. c'est ce qui a Et tout ce amené qu'on a est le- de façade, parce qu'on n'a pas réfléchi c'est ce ici. qui a amené d'ailleurs L'écrit dont notre j'ai printemps parlé, arabe. l'écrit dont j'ai parlé, je vous y renvoie, parce qu'on a essayé de réfléchir ici. On a tropicalisé les idées qu'on a prises de l'extérieur pour les adapter à ici. Notre constitution, tout est importé. C'est la 5e constitution, avec faite sur mesure. La mesure de Gaulle, tu sais qu'il faisait 2 mètres et quelques. Ah ben, les nôtres sont des nains et ils voulaient porter les mêmes costumes. Ouais, non. Donc, qu'on réfléchisse. C'est cette idée de think tank. Il n'y en a pas. Toutes ces guerres qu'on vous mène là, il y a des gens qui ont réfléchi. Laboratoire, là, cerveau là, ici, 2 années, 3 années auparavant. Ben, nous, on réfléchit après la défaite. Après être entré, hein, là, les yeux fermés, la tête première, dans une affaire, un imbroglio là, dont on ne peut pas sortir. Après, on commence à bouquiner là-dessus. C'est trop tard. Très bien. Allez-y. Donc, nous allons passer à autre chose. Voilà. Enfin, exactement juste l'intervention du PM aujourd'hui devant le Parlement, où il présentait son programme de politique générale. Ah oui. Oui, Oui, c'est bon. j'ai quand même été, j'ai relativement suivi la déclaration de politique générale du Premier ministre Yahya El-Hademi. Elle me semble s'inscrire dans la continuité de la déclaration de politique générale proclamée par l'ancien Premier ministre Moulay Mohamed Arwaf le 5 mai 2014. Ça fait à peine 7 mois. Sauf que j'ai l'impression qu'il y a des changements d'axe stratégique au niveau de la politique du gouvernement. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le gouvernement change de cap et de priorité. Parce que les axes stratégiques qui ont été développés dans la déclaration de politique générale étaient relatifs à la consolidation des fondements de l'État, de la gouvernance publique. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, il était relatif à l'émergence d'une économie compétitive, génératrice de croissance partagée, la justice sociale. Et le troisième axe était relatif au Le développement, partenariat, quoi. au avec développement les- des ressources humaines. Et c'est bizarre, j'ai trouvé on parle de développement des ressources humaines et on met à côté élargissement de l'accès aux services de base. J'ai dit, tiens, on met l'éducation et les infrastructures en même temps. J'ai dit que j'ai décelé une divergence de cap parce que dans la déclaration de politique générale qui avait été avancée par l'ancien Premier ministre Moulay, il y avait 4 axes stratégiques qui fondaient l'action du gouvernement, qui devraient fonder l'action du gouvernement, parce que lui, quand même, il s'était exprimé au mois de mai 2014. On était à la veille d'une élection, donc il y avait un bilan du mandat écoulé, il y avait des promesses pour le mandat qui rentraient. Donc en principe, la déclaration de Moulay restait d'actualité aujourd'hui. Donc, et les axes stratégiques avancés à l'époque par Moulay étaient relatifs à la consolidation de l'état de droit, parce que l'état de droit, on a parlé, le nouveau Premier ministre en a parlé dans la déclaration Donc c'est de politique fait, quoi. générale. Il en a parlé dans la déclaration, mais il n'en a pas parlé en tant qu'axe stratégique. L'ancien Premier ministre aussi a parlé d'asseoir les fondements d'un développement économique. Il avait parlé comme axe de la gestion efficiente et transparente des ressources publiques. Ça, c'est la bonne gouvernance. Et il avait parlé de l'amélioration des conditions de vie. Donc, oui, c'est ça. Donc, moi, Exprimer différemment, quoi. oui, exprimé d'une autre manière. Mais on décèle une volonté, on décèle une touche du nouveau Premier ministre qui n'a pas l'intention de faire du plagiat, peut-être. Il y a même des changements de concept. On voit disparition de l'état de droit dans des axes stratégiques. Pour le reste, Parce que c'est déjà fait ou parce que ce n'est plus à faire? non, peut-être que quand le Premier ministre parle de consolidation des fondements de l'État, du nouveau Premier ministre, quand il parle de consolidation des fondements de l'État, eh ben, certainement, il veut dire que cet État-là sera un État de droit, évidemment. Donc, je pense que c'est ça. Donc, pour le reste, c'était le bilan de réalisation, c'était les promesses sectorielles par secteur, l'éducation, la santé, la sécurité. Donc, c'était dans l'ensemble. La langue de bois. Voilà, j'ajoute juste une seule phrase.
Donc le nouveau Premier ministre Yahya El-Haddami ne risque pas une motion de censure parce qu'aussitôt sa déclaration de politique générale proclamée, il y a eu un tonnerre d'applaudissements dans la salle. Donc certainement, il y aura, c'est un Premier ministre qui sera reconduit parce qu'il peut compter sur la majorité parlementaire dont dispose l'IPR et dont dispose la majorité politique. Absolument. Oui. Bon, écoutez, je pense que, grosso modo, c'est les trois axes justement essentiels du discours, de la présentation de politique générale du Premier ministre de cet après-midi. Mais je pense aussi qu'elle est un peu mue par les dernières affaires qui ont un peu éclaboussé ou en tout cas ébranlé le système politique, le système gouvernemental. Quand on parle de fondement de l'État, déjà on a l'impression que c'est un peu... sans vraiment le dire, que c'est un peu restituer à l'État son autorité par rapport à certaines affaires qui sont d'actualité, d'acuité aujourd'hui. Et quand on parle de gouvernance, nous avons aussi l'impression que la découverte des derniers scandales financiers, c'est un peu la gouvernance. Et un durcissement aussi, la répression. Oui, c'est un peu ça. L'IRA est présent dans cette histoire. C'est mon point de vue. Je pense que c'est quelque part... c'est le fondement de l'État, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ça s'inscrit en continuité avec le discours du président lors de son investiture. On ne laissera plus des gens dépasser un peu... les bornes, c'est ce qu'il disait un peu. Et donc les fondements de l'État, c'est un peu ça, c'est un peu... il l'a même dit avant-hier à Chinguetti. Moi, j'ai peur que ce soit un État policier finalement auquel on appelle. Deuxièmement, sur la gouvernance, sur la gouvernance économique, je pense que les derniers scandales financiers au niveau du Trésor, au niveau du ministère des Finances, ne sont pas étrangers justement l'assainissement de l'administration. À cet assainissement. Et enfin, n'oublie pas l'Assemblée. Et enfin, oui, je n'ai pas cité tous les scandales qui ont émaillé le gouvernement, mais et enfin, une petite lueur d'espoir, c'est que justement par rapport aux œuvres sociales, parce que c'est l'axe social qui a été cité en dernier ressort, c'est que quelque part on veut prendre en charge justement l'origine de ces problèmes, en tout cas pour les problèmes sociaux, c'est-à-dire les sécurités de l'esclavage, l'éducation, parce que un sénateur le disait l'autre jour, c'est que le gouvernement doit même réhabiliter l'école publique, parce que quand on regarde l'école publique aujourd'hui, il a si bien dit, on ne voit que les enfants d'anciens esclaves affranchis qui sont dans les bancs, et le niveau je veux dire, de la qualité de l'enseignement est malheureusement terre à terre, parce que les autres ont de quoi mettre leurs enfants dans les écoles privées. Il faudrait que le gouvernement donne l'exemple en envoyant que les ministres envoient leurs enfants dans les écoles publiques. Très bien. Je pense que ça, je pense qu'on reviendra. Je te donne la parole. Vous savez, oui, parce que ça sera le dernier point, parce qu'on va parler économie. Donc, passer à un autre point. Voilà. Vous savez, moi, tout compte fait, je n'ai rien contre le fait que ces problèmes-là, sociétaux, aient affleuré à la surface. Quand on sait quand même les arrêter à la limite qu'il ne faut pas dépasser, c'était normal que ça apparaisse. Qu'on sache qu'il y avait des problèmes à régler. Dans ces limites-là, c'est raisonnable. Mais qu'on se mette, sinon ça va pourrir, ça va être la gangrène et une arme que n'importe qui veut nuire à notre unité, à notre existence même, il peut les exploiter. Il y a l'économie, mais on n'est pas économiste, nous. Il me paraît que ça ne va pas. Tu inviteras des économistes à la faveur de cette histoire de la banque là, la banqueroute de la banque. J'ai bien dit mes amis, je connais de quoi je parle. Poser le problème du système bancaire en général, de l'économie qui ne marche pas. C'est un problème économique. Mais vraiment avec des spécialistes. Nous avons vu ces dernières années qu'il y a très souvent des lois de finances rectificatives qui avaient été initiées par le gouvernement justement pour corriger des déséquilibres il ne faut pas en faire trop. Maintenant, je pense que le Premier ministre a promis justement un budget de loi rectificative. Que les prévisions seraient beaucoup plus proches de la réalité pour le budget de l'État que par le passé. Peut-être que ça va nous éviter une autre loi de finances rectificative ultérieurement. Non, attendez, c'est pas très négatif. Non, plein cœur d'une inflation. Parce que non, ce que je cite, c'est parce que pourquoi je le dis. Pourquoi je le dis parce que c'est la vérité des chiffres. Non, plus que ça, parce qu'il y a dans la loi rectificative, on se rend compte qu'il y a des transferts de budget ou d'argent
de chapitres dans un autre registre qui n'est pas le sien et qui n'est pas approuvé par le parlementaire. Il y en Donc a c'est que trop, le quoi. gouvernement, quelque part, Loi rectificative, quelque loi part, rectificative, le répétition. gouvernement a parfois outrepassé ses prérogatives pour utiliser de l'argent public d'un département vers un autre département sans se référer aux élus. Ah non, attention. Par Attention. réquisition. Il y a des proportions où le gouvernement a le De droit. chapitre à chapitre. Le gouvernement a le droit de faire. Oui, mais il ne faut pas riser, il y en a trop. Maintenant, c'est. Oui, mais attendez, les gars. C'est une loi, une loi faite de loi C'est une bonne chose. rectificative. Non, non, mais écoutez, soyons un peu. Ça nous met juste dans le. Justement, Non, moi, je voulais. Moi, j'ai. Voilà. Je crois que je vais crier comme tout le monde. Comme ça, Non, c'est comme ça. Voilà, moi, C'est comme ça il qu'on y a a des la parole. Il y a des situations où le gouvernement peut bien faire des mutations budgétaires. Moi, j'ai bien entendu les députés de l'opposition l'autre jour dire que bon, c'est pas la peine de discuter une loi initiale, une loi de finances initiale, parce que de toute façon, en décembre, elle deviendra une loi rectifiée et que donc c'est pas la peine. J'ai aussi entendu un député de Tawassoul dire qu'il y a des transferts trop suspects, notamment pour des établissements publics, des transferts de plusieurs milliards, alors que les établissements publics en principe sont générateurs de recettes et n'ont pas besoin d'appui budgétaire. Mais j'ai bien suivi cette loi de finances-là, la loi de finances, j'ai bien suivi l'exposé, et moi personnellement, elle m'a semblé trop cohérente. Elle m'a semblé trop cohérente, même si j'ai exprimé mon inquiétude et j'ai posé la question au ministre, je crois que M. Jedna était présent, je ne sais pas, parce que quand on parle d'un déficit de recettes de l'ordre de 15 milliards, avec la chute des cours miniers, et quand on prévoit une hausse de salaire pour les fonctionnaires de l'État qui va se chiffrer à 10 milliards, donc c'est des besoins encore nouveaux, alors qu'il y avait un manque à gagner, et que l'on continue à nous parler d'une croissance à 6%, moi je pense que c'était quand même assez curieux. Mais dans les raisonnements des stratèges ou du staff économique du gouvernement, c'est qu'ils ont beaucoup réfléchi à ces cas de figure et qu'il y a quand même des secteurs pour eux qui restent porteurs de la croissance, notamment l'agriculture, les BTP, les télécommunications. Mais ce n'est pas tout simplement ça. Ils ont aussi créé ce qu'ils appellent, eux, des ressources alternatives, parce qu'ils ont dit qu'il y a... Comme quoi? Les dons, comme quoi? Non, c'est pas ça, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est comme une hausse de la taxation du BIC, une hausse de 2 points dans la TVA. C'est déjà, ça c'est déjà effectif. La TVA c'est déjà effectif. La hausse de la TVA est déjà effective. Oui, c'est ça. Mais ça se répercute sur les ménages. Mais attends. Ça, c'est ce qu'on paye tous les jours en payant un produit dans une épicerie ou dans une boutique. Je crois que la TVA a touché, parmi les produits qui concernent les ménages, a touché uniquement le riz. Et sur ce plan aussi, ils ont un bon argument. J'ai entendu le ministre des Finances en parler. Il dit, nous avons touché le riz parce que premièrement, nous produisons 65% de nos besoins et deuxièmement, le prix du riz a chuté sur le marché international. Donc le panier de la ménagère, en principe, ne sera pas affecté. Ça, c'est une logique du gouvernement. Je ne suis pas tenu de la partager, ni de vous la faire avaler. Mais quand même, c'est une logique qui a une certaine cohérence, avouons-le. Donc, ils ont réfléchi à l'amont, c'est bien. Permis aussi les ressources alternatives dont le ministre des Finances a parlé, les efforts d'économie. Mais là, il faudrait qu'on soit prudent. Parce que quand on te dit effort d'économie, est-ce que ce n'est pas un projet qui était budgétisé? Quand on a des trous de trésorerie partout. Non, mais attends. Non, les trous de trésorerie, ce n'est pas quand même le ministre des Finances. Non, je n'ai pas dit que c'est le ministre des Finances. Ne faites pas de ce que je dis. Non, c'est pas lui. C'est vraiment imparable. Vous savez, ces petits guichetiers-là qui sont à 1000 km de toi, qui sont à des centaines de kilomètres de toi, qui reçoivent les fonds en premier lieu, que ce sont eux qui font le récit, ils donnent un bon récit aux clients et ils font un récit pour leur comptabilité. Non, il n'y a rien qui justifie 800 millions à Ayoun, il n'y a aucune activité justement fiscale qui justifie qu'il y ait ce montant. Ça, c'est une autre paire de manches. Je n'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini. Voilà, mais tu ne peux pas, par exemple, dire, bon voilà, moi il y a un militaire qui est une sentinelle dans une base à Bassiknou, il a perdu son arme, donc je vais m'en prendre à son commandant de groupement ou au chef d'état-major. Parce que ça n'a pas de sens. Parce qu'en matière pécuniaire, la responsabilité est une et indivisible. Bien sûr. Elle est une et indivisible. Donc tu peux monter à la hiérarchie dans une seule condition. C'est qu'il y ait eu un rapport de contrôle audit qui est monté à la hiérarchie et qui a refusé. Attention, je n'accuse pas ni le ministre des Finances, ni ses Vous ne l'avez pas accusé. J'ai dit qu'il est impossible de justifier
un détournement de 800 millions à Ayoun où il n'y a aucune activité fiscale qui génère autant d'argent. Donc, quelque part, l'argent n'est pas venu d'Ayoun. D'où est-ce qu'il est venu? C'est la grande question que je pose. D'où est-ce qu'il est venu cet argent? Voilà. Écoutez, mes chers amis. Je sais, mais je ne le dis pas. De toutes les façons, l'argent n'est pas venu de Nouakchott, c'est ça que je sache. Écoutez, nous allons parler un tout petit peu. Ce sont des recettes douanières locales. Nous avons 15 minutes, mes chers amis. Gogi Wahd دخل 1 milliard. Nous avons 15 minutes. Le poste de Gogi Wahd دخل 1 milliard. S'il te plaît, nous avons 15 minutes et nous voulons faire un tour d'horizon sur l'économie, c'est-à-dire les sociétés pétrolières, la banque qui vient d'être, qu'on vient de tirer la licence, la banque islamique, qu'est-ce qui se passe, pourquoi exactement? Pouvez-vous nous parler, je tenais exactement? Non, je pense que ça, c'est des questions qui sont très, en tout cas pour moi, très claires. Bon, nous avons malheureusement, je ne sais même pas si on doit assimiler ça à un crime économique, parce que la SPEG qui a été mise en place pour l'exploitation du gaz tiré de Benda, c'est un projet maintenant aux oubliettes, alors qu'on a déjà financé la centrale Dial de Nouakchott pour 153,8 millions d'euros. Ça, c'est déjà une bêtise, en tout cas une erreur économique qu'on pourrait très, très difficilement faire accepter aux Mauritaniens. La seconde, c'est que finalement, on le disait il y a plusieurs mois ici sur ce même plateau, c'est que l'État doit pouvoir justement faire face à une situation aujourd'hui plus difficile avec la chute des prix des matières premières. Certains ont pensé que c'était juste de la fausse prophétie, mais la réalité est là aujourd'hui, c'est que les cours plongent partout. Le mineur de fer, nous avons la CNUC qui doit réviser ses prévisions, parce que de toute façon, d'une certaine manière, on a pensé que la rente des matières premières pourrait toujours être là pour engranger des recettes pour le pays. Générer des ressources. Générer des ressources pour le pays, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc l'État ne peut plus engranger justement des recettes à partir de cette rente minière. Plus que ça, pour juste parler de la Maurice Bank, je pense que si on revoit l'historique, puisque vous citez la Maurice Bank, d'abord il faut penser d'abord à la Bassim Bank qui était un peu la banque de Mohamed Moughaye avant qu'il ne soit. Non, moi je veux parler exactement de la Maurice Bank. Justement, et non. Du FCI. CFI, c'est ça. FCI. Non, justement, FCI, pardon. parce que ça c'est la responsabilité directe de la Banque centrale de Mauritanie, parce que l'article 18 de l'ordonnance 2007-020 est très clair. À partir de 6 mois, quand une banque n'arrive plus à faire la compensation, je veux dire, n'effectue plus régulièrement ses activités, on peut lui retirer l'agrément. Alors que, en mars déjà, la Banque centrale envoie une première correspondance à la Maurice Bank, elle attend 9 mois justement pour l'agrément. J'ai l'impression qu'on a voulu enfoncer la Maurice Bank dans une situation qui est dont elle pourrait plus se relever. Pourquoi? C'est un grand point d'interrogation. Tout ce que je sais, c'est que historiquement, Ahmed Moughaye était propriétaire de la banque, qui avait racheté. Les banques qui naissent là, non, justement. Ahmed Moughaye, en 2008, il a racheté déjà la Bassim Bank. Et il avait, la Banque centrale avait malheureusement aussi vendu la banque sans se référer à lui en 2011 pour le groupe SCP. Alors que dans le contrat avec SCP, il est bien notoirement écrit entre la Banque centrale et SCP qu'il n'y aurait jamais eu de procès autour de cette banque. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a convaincu Ahmed Moughaye de lever la main par rapport au recours qu'il avait introduit auprès de la Cour suprême justement par rapport à ça, en lui permettant une banque. On lui a donné une banque, mais malheureusement, et selon la loi, parce qu'on ne peut pas dire que le communiqué de... On a gardé la ficelle en main. Le communiqué de la Banque centrale le reprendra. Est très clair. On veut charger Ahmed Moughaye au détriment en fait, du risque que la Banque centrale a pris justement pour ébranler le système financier entier du pays. Parce qu'une banque, quand elle croule, c'est pas seulement Ahmed Moughaye qui est perdant. Ah, l'économie, quelque part. Ensuite, les textes disent que le contrôle est permanent. Donc la direction de la supervision bancaire devait être au fait de tout ce qui se passe à la Maurice Bank et pendant toute cette période. Il n'y a jamais eu de blanc.
Il n'y a jamais eu, je veux dire, d'administration. Depuis quand la Maurice Bank existe? Elle existe depuis 2 ans maintenant. Pratiquement, oui. 2 ans. C'est une année, je pense. Une année Non. quelques. Une année, c'est tout. Presque Mais en 2 tout ans. cas, c'est l'une des dernières banques qui est née dans ce pays. Mais malheureusement, quand on va ailleurs dans le reste du monde, que l'État intervient pour soutenir justement, renflouer les banques, parce que c'est quand même des banques. Quelque part, l'économie, ça ressent aussi. Non, c'est pour dire, malheureusement ici, on prête 15 milliards à Najah qui fait de l'aéroport, mais on enfonce une banque. Sur quelle logique on a suivi ce prêt de 15 milliards à une société privée, alors qu'on a sciemment, j'ai l'impression que sciemment, on a voulu enfoncer la Maurice Bank pour des raisons qui m'échappent encore. Très bien. On va donner la parole à Selmou, un mot sur la Maurice Bank. Moi, je pense FCI, que mais aussi l'emprisonnement de son directeur. Le communiqué de la Banque centrale relatif au retrait d'agrément de ces 2 établissements bancaires est clair. Ils disent, bon, ça, ce sont des gens qui ne respectent pas la loi. Ce sont des gens qui n'avaient pas les garanties nécessaires. Ce sont des gens qui se prêtaient eux-mêmes l'argent, qui ne faisaient pas de la banque. Ce sont des gens avec lesquels on a tenté par tous les moyens de résoudre les problèmes. On a été patient, on a été complaisant, et ça n'a rien donné. Donc, ça, c'est la version de la Banque centrale. Oui, après 9 mois. Hein. Ouais. Justement, moi, je ne sais pas quelle est la version de ces opérateurs-là, parce que quand même, ils ont le droit eux aussi d'être entendus. Oui, il paraît la Maurice Bank Parce que eux, malheureusement, n'a pas fait de attendez, compas. eux, malheureusement, compas depuis mars 2014. malheureusement, ce que je reproche à ces 2 opérateurs-là, c'est qu'ils n'ont pas communiqué. Parce que ces 2 opérateurs, eux aussi, parce qu'ils ont fait l'objet de graves accusations, qui peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires, parce que il y avait des manipulations. C'est surtout pour la Maurice Bank que la Banque centrale accuse d'avoir justement manipulé le plan comptable. Ils disent aussi que pour l'FCI, le principal bénéficiaire à 93% était quelqu'un qui était en relation parentale avec le patron de l'FCI. Ils disent. C'est la Banque centrale qui le dit. Mais je n'ai aucune preuve. Dans le communiqué, il est bien établi qu'il y a des poursuites pénales contre la Maurice Bank et non contre l'FCI. Je suis d'accord avec toi. Donc, mais moi, ce que je reproche à ces 2 opérateurs-là, c'est qu'ils ne se sont pas exprimés. Manque de communication. Non, ils ne se sont pas exprimés parce qu'ils ne devraient pas se laisser. C'était l'avenir. Non, ils ne devraient pas. Ou de 2 choses l'une, ou soit ils acceptent ce que la Banque centrale dit à l'égard, ou soit eux-mêmes ils se reprochent quelque chose et ils n'osent pas parler parce que ce qui a été avancé. Ils ont un recours là. Ce qui a été avancé par la Banque centrale est extrêmement grave. Ils ont un recours. Il y a un recours possible. Ce qui a été avancé par la Banque centrale est extrêmement grave. Extrêmement grave. Et d'autant plus que mais comme l'a dit bien Jedna, il fallait aussi que la Banque centrale joue son rôle et fasse le contrôle nécessaire et tape point sur table. Mais là, on ne sait pas si la volonté politique est rentrée quand on dit je vais retirer l'agrément, on dit non, il faut patienter. Peut-être, on ne sait pas. Mais toujours est-il que c'était déjà. C'est regrettable que 2 entités économiques disparaissent du paysage au 31-12. Quand même, une banque, c'est quelque chose d'important. Une grande entreprise d'immobilier aussi très important. C'est vraiment dommage. J'espère que ce problème sera réglé. Donc, concernant le deuxième aspect. L'aspect des sociétés pétrolières. L'emprisonnement, il a dit. Non, écoute, nous, on n'a pas. Ah non, justement, le problème de l'aspect. Oui, effectivement, nous avons été surpris, mais je crois que le problème de l'aspect, il est lié au désengagement de Tullow. De tous les non, essentiellement. Woodside aussi. J'en ai discuté avec un... Non, Woodside n'y est pas, c'est plutôt Kinross et MCM. Kinross, à travers... ce que je veux dire, Kinross à travers... Voilà, justement. Mais là, moi, j'ai discuté avec un expert qui travaille sur le dossier. Il me dit que pour Tullow Oil, ils se désengagent parce qu'ils n'ont pas la dimension. Ils ne peuvent pas mobiliser un montant énorme de 600 millions de dollars qui est nécessaire parce que eux, ils ont le champ. Le champ de production du gaz, ils l'ont, c'est pour eux. Maintenant, il y a un consortium qui a été fait par les grandes entreprises minières, la MCM, Etasiacet et je crois la SNIM et la Sonelec qui participaient au capital de l'ASPEC, qui devraient gérer la centrale Dial, qui doit être portée dans les prochaines années à 700 ou à 800 mégawatts. 700. Donc je crois que maintenant il y a le propriétaire du champ qui se désengage de ça, et eux ils sont. Et puis il y a autre chose. Il y a deux principaux actionnaires qui se. On n'en est plus là, c'est-à-dire que. Attends, l'actionnaire principal. Mais attends, j'ai pas fini. Je crois que Tullow, lui, il a le champ. Non, mais ils se sont retirés officiellement. Oui, mais attends. La Kinross, elle s'est retirée parce que
c'est ce que j'ai appris, parce qu'elle avait besoin d'une grande capacité énergétique à un moment où elle envisageait une deuxième mine. Aujourd'hui, Kinross a laissé la deuxième mine. La deuxième mine, on n'en parle pas. Je crois que MCM aussi envisageait des extensions qu'elle a arrêtées. C'est pour cela qu'ils ne sont plus intéressés par l'aspect. Donc, ce que moi j'ai appris, c'est que le projet aujourd'hui... Ça n'a rien à voir avec la ressource quand même. Je crois que le projet aujourd'hui sera un projet qui sera piloté par deux entreprises nationales, la Somelec et la SNIM. Et certainement, il va être revu en termes de dimension, je crois. Mais quand même, toujours est-il qu'il ne meure pas. J'ai appris qu'il ne meurt pas. Moi, j'ai appris que l'État va le dissoudre parce que J'ai appris qu'il n'est pas... la mayonnaise n'a pas bien pris. Oui, donnons la parole à notre doyen Brahim. Cette situation économique, vraiment... Bon, moi, je ne suis pas spécialiste comme ils le sont. Et je te suggère d'ailleurs de faire une émission sur l'économie à l'occasion, à la faveur de ces événements-là, pour parler du système bancaire d'une façon générale et l'État, comment il doit traiter avec eux, parce qu'il devait leur prêter main pour l'intérêt de l'économie. Ouais. Non, ici, c'est le contraire. N'étant pas économiste, mais n'étant pas tout à fait désintéressé de la chose économique, je m'intéresse surtout à l'économie islamique. Parce que je pensais que c'est l'avenir, parce que c'est une... Mais là, c'est une banque il y a islamique. des prises de recherche là-dessus. Et là, c'était une banque islamique. Si elle avait été, c'est les bases que je connais jusqu'à présent, c'est pas très avancé dans l'économie islamique, elle n'aurait pas fini comme elle a fini. Il faut chercher encore là. Parce que banque islamique, telle qu'elle doit se faire, ne peut pas... En Angleterre, on a eu recours à des ingrédients de l'économie islamique pour éviter de trop sombrer avec les autres dans la crise financière qui a balayé l'économie Je pense que... la côte sud, a fortiori, des musulmans qui, sur ces bases-là, elle ne peut pas tomber en faillite de cette manière-là. Mais comme ils ont dit, ces pratiques-là qu'ils ont faites, prêter à soi-même, ce n'est pas une maraba. C'est un revers tout court. Bon. Maintenant, beaucoup de questions se posent avec des spécialistes. Bancaire. C'est très bien d'inviter des spécialistes sur des questions et de parler de l'économie. Est-ce que nous avons de quoi vivre demain? Parce que les gens ne comprennent pas. Si demain il y a une troisième guerre mondiale, tout ce qui est import s'arrête. Nous, on ne produit rien. On va revenir. Les vieux sont encore vivants, ils vous le raconteront quand ils étaient à poil ici, dans le désert. Nous, avec notre pudeur, avec ça. Les femmes ne sortaient que de nuit, et de jour, quand le monsieur vient vous voir, il n'a qu'un seul cache. Mais la C'est qu'il solution. ne doit pas être vu. Quand il vient vers vous, il l'a en La face. solution. Et quand il vous quitte, il a. J'espère qu'il La solution, c'est de dépolitiser la banque. Qu'est-ce qui a changé par rapport à hier? Vous le produisez encore. Justement, on parle de régulation de banque. Et ici, je pense que l'idée, c'est... Notre économie, on veut l'étudier, savoir qu'est-ce que nous avons. Tout à l'heure, j'ai essayé d'interrompre Selmou, qui n'est pas facile pour ça, en lui disant est-ce que la ressource s'en ressent ou non dans ce conflit-là. Ce n'est pas parce que le gaz n'est pas exploitable de façon commerciale, etc. ou non. Quand ça c'est sauf, là, il viendra. Mais c'est la fin d'un... Voilà des bons gestionnaires et des gens qui ont à cœur de servir le pays. C'était la fin d'un rêve, parce que même on avait même vendu virtuellement le gaz aux Sénégalais, aux Maliens. On en exporte. Alors que non. Et le courant, c'est l'électricité qu'ils vont vendre au Sénégal, c'est pas le gaz. Non, mais l'électricité est produite à partir du gaz. Voilà, et donc, finalement, ces rêves de SPEG qui s'évaporent, c'est tous les espoirs des Sénégalais et des Maliens qui entendaient prendre de l'électricité à base de gaz à partir de la Mauritanie. Non, parce qu'ils ont signé. Ils sont en train de constituer les cautions des Sénégalais. Tous les mois, ils ont signé la Banque mondiale, la FED les accompagne. Eh bien, j'espère qu'ils n'ont pas encore payé, ils n'ont pas payé à l'avance. Parce que de toutes les façons, cette centrale vient là. Cette centrale vient là, les groupes ont déjà été installés et les tests Avec le gaz. Attends, ah ben, c'est dit que le rêve, c'était c'est une centrale qui prend le fuel et qui prend le gaz. Le gaz, pour le moment, il est bloqué. Elle va fonctionner avec le fuel. Donc le rêve elle va produire, je crois, 120 mégas avec le fuel, en attendant que le gaz vienne. Donc ces 120 mégas, attendez, s'il vous plaît. Ces 120 mégas-là, ça va être en surplus de la production nationale qui peuvent être exportés au Sénégal. Donc je te dis que bon, d'accord, que l'aspect c'est fini, tout ça, je suis d'accord avec toi. Mais la vente de l'électricité au Sénégal, elle va continuer, elle aura lieu bientôt.
Bah, je l'espère. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que... Je te le confirme. Ce qui est sûr, c'est que Les accords entre États, les espoirs nourris sur le gaz sont compromis pour de Oui, bon. sur le gaz. Ça, Voilà, c'est sûr. chers amis, on me signale qu'il est l'heure du journal. Juste pour préciser que la régulation, c'est par rapport à... Voilà, je vous donne 30 secondes s'il vous plaît. La régulation est du bancaire et du domaine de la Banque centrale. Malheureusement, si la Banque centrale continue d'être politisée, elle fera toujours de mauvais choix. Ça, c'est sûr. Ça, c'est Donc, comme libéral. dans le reste du monde, où les banques centrales se respectent, et donc sont des institutions techniques, justement, pour la régulation, que ce soit X ou Y, on applique la loi. Aujourd'hui, malheureusement, la politique est très proche, et elle corrompt, malheureusement, les véritables objectifs techniques pour lesquels la Banque centrale a été mise en place. Voilà, chers téléspectateurs, téléspectatrices, merci d'avoir suivi cette émission de Politis qui était avec des journalistes à l'image Brahim ou Abdallahi, Selmou Salihi et Jedna Oudeide. Au revoir et à la semaine prochaine. Allez, chers amis, merci beaucoup, c'était intéressant. Okay, c'était intéressant.